Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens avant toute chose à remercier le musée Rodin, Catherine Chevillot, Hélène Pinet, Véronique Mathiussy et Christine Ancestremer, François Blanchetière du musée de Tours, ainsi qu'Elisabeth Grassi du Grand Palais pour son aimable invitation et pour son accueil. Merci également à toutes et à tous pour votre présence. Certains dessins ne seront pas tout à fait visibles, cependant je m'efforcerai de les décrire et de les mimer à l'occasion. Préambule, Rodin et Dante, de l'enfer à la porte de l'enfer. En 1880, Rodin, sculpteur âgé de 39 ans, et dont la reconnaissance tarde à venir, reçoit du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, Edmond Turquet, une commande prestigieuse. Une porte de bronze pour un musée encore en projet. Il s'agit, je cite l'acte officiel, d'exécuter le modèle d'une porte décorative destinée au musée des arts décoratifs, bas-relief représentant la Divine Comédie du Dante. Rodin ne respecte pas la commande à la lettre. De cette épopée en vers, de ce vaste triptyque poétique qu'est la Divine Comédie, il ne retient que la première partie, l'enfer, au détriment des deux autres, le purgatoire et le paradis. C'est dans le poème de l'enfer que Rodin trouve le modèle architectural d'une porte. Porte monumentale que Dante avait inventée et placée au chant 3 de son poème. La porte, imaginée par Dante, se caractérisait à la fois par sa description et par son inscription. La description du monument était certes plus que minimale, le poète n'en identifiant que le mécanisme. Les gonds en avaient été fracassés par les démons au commencement de l'humanité, condamnant la porte de l'enfer à demeurer ouverte pour l'éternité. Dès lors, cette porte, dont les vantaux ouverts étaient inamovibles, se distinguait avant tout par son inscription en vers toscan. Et c'est dans la traduction française du comte de Rivarol, traduction en alexandrin rimé, que Rodin aimait à la relire. Chant 3. Argument. Les deux poètes arrivent à une immense porte ouverte en tout temps. Après avoir lu l'inscription, ils passent dans la première enceinte de l'enfer. C'est moi qui vis tomber les légions rebelles. C'est moi qui vois passer les races criminelles. C'est par moi qu'on arrive aux douleurs éternelles. La main qui fit les cieux posa mes fondements. J'ai de l'homme et du jour précédé la naissance, et je dure au-delà des temps. Entre, qui que tu sois, et laisse l'espérance. Je vis ces paroles qu'éclairait un feu sombre, écrites sur une porte, et je dis, Maître, ces paroles sont dures. La porte que Dante s'était soigneusement abstenu de décrire était ainsi une porte moins visible que lisible. L'inscription en vers rimés en faisait moins un monument qu'un ensemble de paroles écrites, un texte, un poème, voire un livre, ce qui rapportait l'architecture elle-même à la littérature. Pour un lecteur du XIXe siècle, cette porte à la fois ouverte et écrite occupait à trois titres distincts la position d'un seuil, d'un lieu inaugural ou d'un point de départ. D'abord, elle était située à l'entrée de l'enfer. C'était une porte métaphysique. Puis, elle était placée au tout début de la Divine Comédie de Dante, au chant 3 de l'enfer. C'était une porte poétique. Enfin, elle était inventée dans les premières décennies du XIVe siècle, à l'âge médiéval, de l'art chrétien, l'ère des primitifs italiens, de l'art et de la littérature. C'était une porte historique.
Peut-être est-ce cette analogie entre l'architecture et l'écriture que comprend Henri Turat lorsqu'il visite l'atelier de Rodin en 1882, 2 ans après que la sculpture ou que le sculpteur a commencé à modeler, dans un plâtre aussi blanc que le papier, sa porte de l'enfer. Tout le génie de Dante est là, dans cette page de sculpture. Ce n'est pas une traduction, c'est une évocation. La porte de l'enfer est une œuvre qui montre combien la pensée de Rodin est à la fois profondément historique et profondément analogique. Placée sous l'égide de Dante, cette ambitieuse sculpture est non seulement une synthèse de l'histoire de l'art chrétien, depuis le Moyen Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle, de Dante à Rodin, mais également une synthèse entre l'architecture et la littérature, entre le portail et le livre. Rodin et Hugo, La porte de l'enfer et Notre-Dame de Paris 1482. L'inspiration initiale de La porte de l'enfer est bien italienne. Plus précisément, elle est toscane, florentine. Mais sur le plan architectural, Rodin emprunte moins à Dante le médiéval, poète des XIIIe et XIVe siècles, qu'à Lorenzo Ghiberti le Renaissant, sculpteur du XVe siècle, qui réalisa pour le baptistère de Florence une porte de bronze et d'or, porte si belle que Michel-Ange la surnomma la porte du paradis. De 1880 à 1881, Rodin fait passer la forme de son œuvre, d'abord par ce modèle renaissant et italien, la porte quadrangulaire et à caisson, ici à gauche, puis par un modèle gothique et spécifiquement français, le portail à tympan, caractéristique des cathédrales, ici à droite. Dans l'esprit de Rodin, le Moyen-Âge chrétien est autant l'ère de Dante, cet architecte italien qui imagina une porte de l'enfer, que l'ère des maçons, ces architectes français qui construisirent la cathédrale gothique en couronnant souvent son portail d'un jugement dernier, lui-même divisé entre le paradis et l'enfer. C'est notamment l'exemple de la cathédrale de Paris. La porte de Rodin est une œuvre du XIXe siècle, de ce siècle qui n'a cessé de procéder à la destruction d'une architecture que l'on avait avec mépris qualifiée de gothique parce qu'on la jugeait digne des Goths, en d'autres termes, d'un goût barbare. En France, des premières aux dernières décennies du XIXe siècle, le patrimoine des monuments médiévaux, sacrés ou profanes, fut considérablement altéré, défiguré, voire anéanti, victime de la démolition, du vandalisme ou de la restauration infidèle. Ainsi, en 1840, la cathédrale de Paris n'était-elle plus que l'ombre d'elle-même, amputée de ses statues de roi et de ses vitraux, de sa flèche et de son tympan ouest, dégradée par les siècles, par les fanatiques du goût antique ou par les révolutionnaires français. Vers 1830, il avait même été question de raser la cathédrale. Et c'est la littérature qui vint sauver l'architecture. Par son succès, le roman de Hugo, Notre-Dame de Paris 1482, publié à partir de 1831, contribua puissamment à la réhabilitation et à la sauvegarde de l'architecture gothique en France. Sa lecture inspira notamment en 1843 l'idée d'une restauration de la cathédrale de Paris, restauration qui se fit sous la direction d'Eugène Viollet-le-Duc, qui fut à la fois maître du chantier de 1845 à 1863 et illustrateur du roman de Hugo dans l'édition Hugues en 1877. En 1905, Rodin se rappellera qu'à Paris, en 1836, je le cite, Victor Hugo a protégé la tour Saint-Jacques,
sans lui entièrement démolie. Le sculpteur déclare: parmi les étrangers, Ruskin fut l'un des premiers à comprendre les anciennes cathédrales et églises de France, comme Victor Hugo fut l'un des premiers parmi les Français. Hugo n'avait fait aucune étude spéciale sur le sujet, mais il le comprenait grâce à son grand génie. Il comprenait en poète, car les cathédrales sont de vastes poèmes. Ailleurs, il s'interroge. Nous n'avons donc pas un nouveau poète pour prier sur les cathédrales auxquelles personne n'a encore touché? Vierge sublime de beauté. Rodin assimile donc l'architecture gothique à la poésie, faisant dès lors de son défenseur, Victor Hugo, son poète. Ainsi le roman se livre au nom de cathédrale, Notre-Dame de Paris, est-il, comme l'était l'Enfer de Dante, un véritable poème. Par son succès immédiat et durable, le roman que Hugo publie en 1831 est fondateur de la vision que tout un XIXe siècle de lecteurs se fait de la cathédrale gothique. Et il est fort probable que Rodin a lu ce livre très tôt, dès 1859, à 19 ans. Lui, qui s'entretenait dans sa jeunesse avec un maçon de Viollet-le-Duc, n'a pu qu'être marqué par cette vision que délivrait le roman de Hugo. Or, un chapitre du roman a pour titre « Lasciate ogni speranza », qui est précisément une citation de l'inscription toscane que Dante avait placée sur sa porte de l'enfer. Rivarol traduisait et laisse l'espérance. Lasciate ogni speranza. Au Moyen-Âge, quand un édifice était complet, il y en avait presque autant dans la terre que dehors. Dans les cathédrales, c'était en quelque sorte une autre cathédrale souterraine, basse, obscure, mystérieuse, aveugle et muette, sous la nef supérieure qui regorgeait de lumière. Quelquefois, c'était un sépulcre. Ainsi, église, palais, bastille avaient de la terre à mi-corps. Les caves d'un édifice étaient un autre édifice où l'on descendait au lieu de monter. À la Bastille Saint-Antoine, au Palais de justice de Paris, au Louvre, ces édifices souterrains étaient des prisons. Les étages de ces prisons, en s'enfonçant dans le sol, étaient autant de zones où s'échelonnaient les nuances de l'horreur. Dante n'a rien pu trouver de mieux pour son enfer. Ces entonnoirs de cachot aboutissaient d'ordinaire à un cul de basse-fosse à fond de cuve, où Dante a mis Satan, où la société mettait le condamné à mort. Une fois une misérable existence enterrée là, adieu le jour, l'air, la vie, ogni speranza. Entre les hommes et lui, le condamné sentait peser sur sa tête un entassement de pierres et de geôliers, et la prison tout entière, la massive Bastille, n'était plus qu'une énorme serrure compliquée qui le cadenassait hors du monde vivant. Hugo introduit le lecteur moderne dans, je cite, « un autre édifice », une autre cathédrale que celle ordinairement visible au grand jour. Le romancier entend ouvrir la cathédrale pour donner à voir ce qu'il y a au-dedans ou au-dessous, l'enfer. Car, par étymologie, l'infernal se situe au niveau inférieur de la création. En latin, inferum signifie en bas. Cette autre cathédrale est semblable à un tombeau, à une crypte ou à un cachot. À l'inverse de l'enfer de Dante, cette cathédrale, cadenassée par une énorme serrure, a pour entrée une porte bien fermée ou hermétique, une porte comme pour toujours condamnée, une porte de prison. Hugo entend faire entrer la cathédrale en enfer. Elle est devenue un intérieur spatial, souterrain, aussi bien qu'une intériorité morale, psychologique, un espace situé à la fois
au-dessous et au-dedans, le lieu des profondeurs et le lieu des passions. Dans le cachot où Esmeralda est emprisonnée, rôde en effet Claude Frollo, le prêtre concupiscent qui convoite sa virginité. Subjugué par l'amour, il est le damné qui vient de franchir la porte de l'enfer. Il est, je cite le roman, une âme aventurée dans le vestibule de l'enfer. Deux passions pécheresses animent l'archidiacre de Notre-Dame de Paris. Le désir de la chair, il est le luxurieux, ici à gauche, et le désir de la connaissance, il est l'alchimiste, ici à droite. Aussi, Claude Frollo se perd-il souvent dans la contemplation du portail central de la cathédrale de Paris. Il est certain encore que l'archidiacre s'était épris d'une passion singulière pour le portail symbolique de Notre-Dame. Cette page de grimoire écrite en pierre par l'évêque Guillaume de Paris, lequel a sans doute été damné pour avoir attaché un si infernal frontispice au saint poème que chante éternellement le reste de l'édifice. Pour l'alchimiste Claude Frollo, le portail de la cathédrale est donc bien moins visible que lisible. Hugo établit ici des analogies entre le frontispice architectural, le portail, et un frontispice graphique, la première page illustrée d'un livre. Entre le mur de pierre taillé et une page. Entre les multiples symboles sculptés, à déchiffrer, et des caractères écrits, à lire. Blasonné de signes hermétiques qui viennent concurrencer les évidents messages théologiques, le portail du jugement dernier est à la fois un livre d'alchimiste et une porte de l'enfer. Il est à coup sûr peu de plus belles pages architecturales que cette façade, écrit Hugo au sujet du portail de Notre-Dame de Paris. Cette analogie entre la cathédrale et le livre est elle-même puissamment théorisée par l'auteur dans tout un chapitre du roman « Ceci tuera cela ». Le livre architectural appartient au peuple. Chaque race écrit en passant sa ligne sur le livre. Elle rature les vieux hiéroglyphes romans sur le frontispice des cathédrales. Ainsi, jusqu'à Gutenberg, l'architecture est l'écriture principale, l'écriture universelle. Ce livre granitique, commencé par l'Orient, continué par l'Antiquité grecque et romaine, le Moyen-Âge en a écrit la dernière page. Jusqu'au XVe siècle, le genre humain n'a rien pensé d'important qu'il ne l'ait écrit en pierre. De l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge, l'architecture était donc le livre par excellence, un livre d'images. Mais le XVe siècle marque l'avènement de l'imprimerie. Dès lors, il y a deux Bibles. Le livre de Pierre, réalisé par Guillaume de Paris, le prêtre damné, et le livre de papier, réalisé par Gutenberg, l'imprimeur. Le grand livre, visible, et le petit livre, lisible. De cette rivalité, déplore Claude Frollo en 1492, le second livre, le livre imprimé, sortira vainqueur, et ce, pour toujours. Ainsi, prophétise le roman, le livre tuera l'édifice, la presse tuera l'église, l'imprimerie tuera l'architecture. Que devient l'imprimerie ? Toute cette vie qui s'en va de l'architecture vient chez elle. Au XIXe, l'architecture est morte, morte sans retour, tuée par le livre imprimé. Tuée parce qu'elle coûte plus cher. Toute cathédrale est 1 milliard. Qu'on se représente maintenant quelle mise de fonds pour réécrire le livre architectural. Hugo, historien, voit
dans le XVe siècle la fin d'une ère, celle où l'architecture prédominait, véritable synthèse entre la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. Au Moyen Âge, quiconque naissait poète se faisait architecte. Tous les autres arts obéissaient et se mettaient en discipline sous l'architecture. C'étaient les ouvriers du grand œuvre. L'architecte, le poète, le maître, totalisait en sa personne la sculpture qui lui ciselait ses façades, la peinture qui lui enlimenait ses vitraux, la musique qui mettait sa cloche en branle et soufflait dans ses orgues. Il n'y avait pas jusqu'à la pauvre poésie proprement dite, celle qui s'obstinait à végéter dans les manuscrits, qui ne fut obligée, pour être quelque chose, de venir s'encadrer dans l'édifice sous la forme d'hymne ou de prose. Cependant, du moment où l'architecture n'est plus qu'un art comme un autre, dès qu'elle n'est plus l'art total, l'art souverain, l'art tyran, elle n'a plus la force de retenir les autres arts. Ils s'émancipent donc, brisent le joug de l'architecte et s'en vont chacun de leur côté. Chacun d'eux gagne à ce divorce. L'isolement grandit tout. La sculpture devient statuaire, l'imagerie devient peinture, le canon devient musique. La fin du XVe siècle inaugure donc pour l'architecture l'ère de la séparation ou de la scission. D'une part, une scission matérielle. On commencera à disjoindre, à démembrer ou à détruire les monuments. D'autre part, une scission esthétique. Du grand édifice, les autres arts se désolidarisent, notamment la sculpture et la littérature. Hugo fait de l'avènement de l'imprimerie la cause historique d'une séparation entre la cathédrale et ses statues, entre l'architecture et la sculpture, sculpture elle-même enfin devenue un art autonome. L'apparition du livre imprimé a conduit à déceler les statues elles-mêmes du monument, ou, pour parler comme Hugo, à détacher l'infernal frontispice du saint poème que chante éternellement le reste de l'édifice. C'est donc l'essor du livre qui a permis de détacher la porte de l'enfer de la cathédrale elle-même. Hugo propose dès lors une histoire des rapports entre le visible et le lisible, entre l'image et le texte, une histoire ternaire et dialectique qui se développe en 3 âges successifs. D'abord un premier âge de l'écriture qui va de l'Antiquité à la fin du XVe siècle. C'est l'ère de l'architecture. L'édifice de pierre, unique et solide, était alors un livre d'images à regarder pour le peuple analphabète et un grimoire de symboles à déchiffrer pour une élite initiée. Puis, un deuxième âge de l'écriture, de la fin du XVe siècle au début du XIXe siècle. C'est l'ère de l'imprimerie comme négation de l'architecture et de la séparation des arts. Le livre d'encre et de papier, reproductible à l'infini, est exclusivement imprimé, fait de signes et de caractères typographiques. C'est, noir sur blanc, un texte. L'architecture meurt alors 2 fois, d'abord au XVe siècle, destituée par l'incunable de Gutenberg, puis jusqu'au XIXe siècle, démolie par le peuple français. Enfin, viendra un 3e âge de l'écriture, à partir des années 1830. C'est l'ère de la littérature, comme synthèse entre l'imprimerie et l'architecture. Dans Notre-Dame de Paris 1482, Hugo entend opérer lui-même
cette réconciliation, et ce en inventant un nouveau genre littéraire, le roman historique, un roman au chapitre d'art et d'histoire, un livre qui sera l'incunable d'un second âge de l'imprimerie. L'enjeu d'un tel livre sera de reconstruire la cathédrale, c'est le terme employé par Hugo. Mais qu'est-ce que reconstruire au XIXe siècle? Dans le cas des restaurateurs, nécessairement infidèles et traîtres par rapport aux monuments d'origine, reconstruire consiste, selon Hugo, à refondre, à remanier, c'est-à-dire à détruire. Refaire, c'est proprement défigurer en commettant, nous dit Hugo, un lourd anachronisme de pierre. Dans le cas de l'écrivain, en revanche, reconstruire consiste, je cite, à réparer pour le lecteur cette admirable église de Notre-Dame de Paris. Dans quel but? Pour donner une idée de la cathédrale telle qu'elle fut jadis, dans sa gloire. Il s'agit de réécrire le livre architectural, mais uniquement dans un espace à la fois typographique et mental, dans l'encre et le papier du livre, comme dans l'esprit du lecteur. Alors, ajoute Hugo, refaire, c'est proprement raviver, faire revivre, donner une seconde vie à l'architecture. Mais il semble que Hugo n'ait pas été prêt à accomplir lui-même cette synthèse entre le livre et la cathédrale. Lui qui privilégiait toujours le premier au détriment de la seconde. Sans doute quand on contemple ces deux Bibles si largement ouvertes dans les siècles, il est permis de regretter la majesté visible de l'écriture de granit. Il faut relire le passé sur ces pages de marbre. Il faut admirer et refeuilleter sans cesse le livre écrit par l'architecture. Mais il ne faut pas nier la grandeur de l'édifice qu'élève à son tour l'imprimerie. La synthèse rêvée entre le texte et l'image, entre le livre et l'architecture, n'est pas venue de l'écrivain, mais bien de ses illustrateurs. Non pas de la littérature, mais des arts graphiques. Non pas du roman imprimé pour la première fois en 1831, mais de toutes ces éditions illustrées à partir de 1832, et ce sans discontinuer jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1836, le frontispice lithographique de la revue L'Artiste révèle combien l'illustration entend accomplir au XIXe siècle ce que la cathédrale avait réalisé au Moyen-Âge, la synthèse des arts. Synthèse opérée, lit-on sur cette page, entre l'architecture, en haut, la poésie, à gauche, la peinture, à droite, et la musique, en bas. On remarque qu'il manque ici la sculpture. Très vite, les illustrateurs de Hugo poursuivent l'ambition de faire du livre lui-même une véritable cathédrale. Il s'agit de ces somptueuses éditions illustrées, dites à la cathédrale, qui reposent sur tout un ensemble d'analogies. À l'extérieur, entre la couverture du livre et la façade de la cathédrale. À l'intérieur, entre le frontispice graphique et le frontispice architectural. Au XIXe siècle, l'illustration a contribué à reconfigurer dans les arts le portail de la cathédrale gothique, en le conduisant de sa forme médiévale et triangulaire, l'ogive, à une forme moderne et quadrangulaire, le rectangle inhérent au livre. Situé à l'intérieur même du livre, le frontispice graphique, qu'il soit de Célestin Nanteuil à gauche ou d'Aimé de Lemu à droite, opère une synthèse entre le dedans, ou entre le dehors et le dedans, entre l'architecture extérieure, la façade,
et l'architecture intérieure, le retable, le cachot ou la crypte. Ouvrir le livre revient donc à ouvrir une cathédrale, physiquement, concrètement. Au gré des éditions, Randuel en 1832, Perrotin en 1944 ou Hugues en 1977, le livre imprimé et illustré réalise, sur le plan matériel, noir sur blanc, les idées que Hugo avait formulées sur le plan théorique dans son roman, notamment la synthèse rêvée entre le visible et le lisible, l'architecture et la littérature. Or, c'est précisément par la sculpture, par cet art qu'avait oublié la revue L'Artiste en 1836, que Rodin va se révéler l'héritier le plus ambitieux des idées de Hugo relatives à l'architecture et à la cathédrale et surtout à sa reconstruction. Il va, dans le plâtre ou dans le bronze, réécrire, à la fin du XIXe siècle, le livre architectural. Ce sera la porte de l'enfer. Victor Hugo, on le sait, hante l'œuvre de Rodin. Certes, dès 1882, dans les bustes ou dans les monuments, mais aussi plus secrètement lorsqu'il prépare sa porte. Ce que révélerait un entretien rapporté par Paul Gzell en 1911. Rodin me conduisit alors devant une vitrine qui renfermait un singulier bloc de pierre. C'était une clé de voûte, un de ces coins que les architectes insèrent au centre de leur porche pour en maintenir la courbe. Sur la face antérieure de cette pierre était sculpté un masque équarri le long des joues et des tempes, suivant la forme du bloc. Je reconnus le visage de Victor Hugo. Représentez-vous cette clé de voûte à l'entrée d'un édifice dédié à la poésie, me dit le maître statuaire. Je n'eus pas de peine à imaginer cette belle vision. Le front de Victor Hugo soutenant ainsi la pesée d'une arche monumentale symboliserait le génie sur qui s'appuie toute la pensée et toute l'activité d'une époque. Je donne cette idée à l'architecte qui voudra la mettre à exécution, me dit Rodin. Le porche de cet édifice dédié à la poésie ne correspondrait-il pas à la porte de l'enfer ? La clé de voûte qui couronne ce monument serait le front de Victor Hugo. Ce front massif et bombé qui, dans les caricatures du XIXe siècle, faisait de l'écrivain un véritable Atlante de la cathédrale. Ce front, siège de la pensée, est aussi bien celui de Hugo que celui du penseur, dit aussi le poète, qui surplombe la porte de l'enfer. La synthèse rêvée par Hugo entre l'architecture et la littérature, Rodin la réaliserait par la sculpture, mais sur la base du livre illustré. Ce qu'attesteraient les troublantes ressemblances structurelles que la porte de l'enfer présente avec les frontispices des éditions de Notre-Dame de Paris. D'abord avec l'eau-forte de Célestin Nanteuil. En haut, la présence de figures perchées, à gauche le groupe de Quasimodo et Esmeralda, à droite le groupe des Trois Ombres. Au centre, un vaste caisson noir et profond. Tout en bas, la structure angulaire d'un soubassement à pilastres, avec de petites figures nichées au-dedans. Ensuite, avec la gravure d'Aimé de Lemu. En haut, une figure. À gauche, Quasimodo le bossu, à droite, le penseur voûté. Figure mélancoliquement penchée au-dessus d'une moulure qui surplombe un portail symétrique. On songe également à une autre gravure par Lemu, pour un chapitre du roman dont le titre emprunte à nouveau à la Divine Comédie de Dante. Ici, on s'étonne de la ressemblance de Claude Frollo, précipité de la balustrade de la cathédrale, à gauche, avec un damné qui tombe de la moulure du tympan à droite.
comme de l'analogie entre Quasimodo, à gauche, et le penseur ou les trois ombres, à droite. Ce n'est ni Hugo ni ses illustrateurs, mais bien Rodin, qui a inauguré le troisième âge de l'histoire de l'art et de l'écriture. Cet âge qui reconstruira la cathédrale. Seul Rodin a véritablement pu dépasser ce livre imprimé qui, au XVe siècle, avait tué l'architecture. Comment? En utilisant un autre art, la sculpture. Un art qui avait précisément acquis son autonomie, ou sa vie, par la mort même de l'architecture. En se séparant de l'édifice, mort pour toujours, et de sa structure géométrique, la sculpture s'est identifiée absolument au corps humain, à la figure, qui est devenue dès lors la seule cathédrale possible. Le corps est la cathédrale du XIXe siècle. Ainsi Rodin a-t-il pu sculpter sa porte de l'enfer en la détachant de la maison de Dieu, sur les plans matériels, métaphysiques et esthétiques. Rodin et Baudelaire, la porte de l'enfer et les fleurs du mal. C'est notamment dans une méditation sur les écrivains qui lui sont chers que Rodin élabore peu à peu la porte de l'enfer. Si la structure architecturale du monument résonne avec le roman de Hugo et ses éditions illustrées, les figures humaines qui peuplent la porte font écho au recueil de Hugo, Les fleurs du mal, que Rodin lit avec ferveur à partir de 1885. En 1857, le livre de Baudelaire avait été, peu après sa publication, condamné par la justice pour offense à la morale publique et à la morale religieuse. La même année, Barbey d'Aurevilly proposait du recueil une glose saisissante. L'auteur des Fleurs du mal va dans la sensation jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à cette mystérieuse porte de l'infini à laquelle il se heurte, mais qu'il ne sait pas ouvrir. Et de rage, il se replie sur la langue et passe ses fureurs sur elle. Figurez-vous cette langue, plus plastique encore que poétique, maniée et taillée comme le bronze et la pierre, et où la phrase a des enroulements et des cannelures. Figurez-vous quelque chose du gothique fleuri, ou de l'architecture mauresque, appliquée à cette simple construction qui a un sujet, un régime et un verbe. Pour trouver quelque parenté à cette poésie implacable, à ce vers brutal, condensé et sonore, ce vers d'airain qui sue du sang, il faut remonter jusqu'au Dante. Il y a du Dante, en effet, dans l'auteur des Fleurs du mal, mais c'est du Dante d'une époque déchue. C'est du Dante athée et moderne, du Dante venu après Voltaire, dans un temps qui n'aura point de saint Thomas. Le poète de ces fleurs appartient à une époque troublée, sceptique, railleuse, nerveuse. Il n'a pas la foi du grand poète catholique qui lui donnait le calme auguste de la sécurité dans toutes les douleurs de la vie. Le caractère de la poésie des Fleurs du mal, c'est le trouble, c'est la furie, c'est le regard convulsé, et non pas le regard sombre et clair du visionnaire de Florence. La muse du Dante a rêveusement vu l'enfer. Celle des Fleurs du mal le respire d'une narine crispée, comme celle du cheval qui hume l'obus. L'une vient de l'enfer, l'autre y va. Si la première est plus auguste, l'autre est peut-être plus émouvante. Barbey d'Aurevilly présentait donc les Fleurs du mal comme une complexe architecture de mots, non pas comme la porte de l'infini, mais comme une porte de l'infernal, une porte de l'enfer, sculptée en bronze, dans le style du gothique le plus tardif, celui des XVe et XVIe siècles, ce gothique à guirlandes décoratives dit fleuri. Baudelaire apparaissait ici comme le dernier poète du christianisme. Le poète d'un XIXe siècle défini comme une époque déchue
et moderne, finissante, voire décadente, pleine de torsions, nerveuse, crispée, convulsée. Si Dante avait été au début du XIVe siècle le point de départ de la poésie chrétienne, Baudelaire en serait, au milieu du XIXe siècle, le point final. Précisément ce que Michel-Ange fut en son temps pour toute la sculpture médiévale qui l'avait précédée. Ainsi déclare Rodin, Michel-Ange est l'aboutissement de toute la pensée gothique. L'héritier des imagiers du XIIIe et du XIVe siècle, le dernier et le plus grand des gothiques. Le Baudelaire des Fleurs du Mal serait donc le Michel-Ange de la poésie. Baudelaire est celui qui aurait mis enfin, au XIXe siècle, un véritable terme au siècle de l'ère chrétienne et de l'art gothique. Passant après tous les autres, après Dante, Michel-Ange et Hugo, Baudelaire serait donc le dernier des gothiques. Fleurie et infernale comme le sont les Fleurs du Mal, la cathédrale de Baudelaire n'est plus une architecture, mais un corps humain, le corps d'une muse, un corps de femme, qui répond exactement à l'idéal ainsi formulé par Rodin, je le cite, « La sculpture devrait être une architecture vivante et animée ». En 1886, Rodin expose à la galerie Georges Petit 2 séries de sculptures accompagnées de citations des Fleurs du Mal. Il s'agit en fait de figures destinées à la porte de l'enfer. Ces statues se répartissent en 2 séries. Le rut humain, avec notamment Je suis belle, ici à gauche, et Femme lasse, notamment avec Cariatide tombée portant sa pierre, ici à droite. Par ces 2 sculptures, l'Atlante et la Cariatide, Rodin ferait de Baudelaire le poète de la force et de l'effort, du poids et de l'exténuation. Peut-être le poète d'une ère chrétienne déchue, elle-même exténuée. Dans l'exposition de 1886, la série des 3 femmes lasses était accompagnée du dernier tercet d'un sonnet des Fleurs du Mal, le Guignon. Maintes fleurs épanchent à regret, son parfum doux comme un secret, dans les solitudes profondes. Ces 3 femmes fleurs fléchissent pour épancher ce qu'elles portent, ou pour se décharger de ce qu'elles supportent. Pour Andromède et la femme accroupie, ce poids est paradoxalement immatériel et impondérable. Comme le suggère le poème, ce poids est un parfum, peut-être l'âme elle-même. Le sculpteur inventerait ici une architectonique spirituelle. De Baudelaire à Rodin, la femme est semblable à une tige soutenant sa corolle. C'est une cariatide qui supporte douloureusement le poids de son âme, à la manière de ces éléments architecturaux que sont la console et l'arc-boutant. À ce titre, chaque femme est une cathédrale. En 1914, Rodin déclare « L'harmonie dans les corps vivants résulte du contrebalancement des masses qui se déplacent. La cathédrale est construite à l'exemple des corps vivants. Tout le monde sait que le corps humain, dans le mouvement, porte à faux et que l'équilibre se rétablit par des compensations. La jambe qui porte, rentrant sous le corps, est seul le pivot du corps tout entier et fait seul, en cet instant, l'unique et total effort. C'est ce qu'on appelle, en langage populaire et ouvrier, se défatiguer, en portant le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Ainsi une cariatide qui changerait d'épaule son fardeau. Ces indications ne sont pas sans intérêt à propos des cathédrales.
les porte-à-faux compensés, ces gestes perpétuels et inconscients de la vie, nous expliquent le principe que les architectes de l'arc-boutant ont appliqué et dont ils avaient besoin pour étayer solidement les poids énormes de leur toiture. Vus dans l'éloignement, ces profils sont comme de ravissantes cariatides accolées aux chambranles, comme des végétations qui modèlent la ligne droite, comme des consoles qui en allègent la pesanteur. Rodin aspire donc à faire de la cathédrale une cariatide, et inversement, de la cariatide une cathédrale. Et c'est en méditant sur le livre de Baudelaire, comme sur sa conception du poids, de l'effort et du corps, qu'il y parvient. En 1887, 7 ans après la commande officielle d'Edmond Turquet, le sculpteur reçoit de Paul Gallimard une autre commande qu'il va véritablement traiter comme un double de la porte de l'enfer, un double en modèle réduit. Il s'agit d'orner de sa main, par des dessins ou des lavis, les pages d'un exemplaire des Fleurs du Mal dans l'édition de 1857. En d'autres termes, de réaliser un livre illustré, non pas imprimé, mais autographe, à l'encre et à la plume. Il s'agit donc d'un unique exemplaire. Cette commande, pour bibliophile, pourrait révéler certains secrets de la porte de l'enfer. La sculpture en plâtre présente en effet de troublantes analogies avec ce livre relié en maroquin. Ainsi les ressemblances entre l'entablement sculpté par Rodin à gauche et la couverture incisée par Marius Michel à droite, entre la guirlande de ronces et le chardon, comme entre la frise de tête décapitée et l'unique tête de mort. Les Fleurs du Mal de Rodin, illustré par Rodin, est un véritable livre architectural. Mais, comme l'avaient suggéré Hugo et ses illustrateurs, ouvrir un livre revient à ouvrir la cathédrale, pour entrer dans une architecture intérieure, au sens à la fois spatial et moral, le lieu des profondeurs et le lieu des passions. Rodin aimait à parler, je le cite, du satanique Baudelaire. Ouvrir le livre des Fleurs du Mal, c'est véritablement entrer en enfer, dans la cathédrale du mal, la cathédrale de la luxure. Or, cette cathédrale est une cariatide, un corps de femme éminemment érotique, désirable et offert. Les vers du Guignon, que Rodin avait inscrits au bas des Trois femmes lasses, dans son exposition de 1886, se retrouvent illustrés sous sa plume, ici à droite, par une femme agenouillée, très proche d'une figure de la porte de l'enfer, la faunesse à genoux. Or, cette posture agenouillée est celle-là même de l'architecture gothique, selon Rodin, lorsqu'il parle de la cathédrale de Reims. Je le cite, « Vue de trois quarts, la cathédrale de Reims évoque une grande figure de femme agenouillée en prière. C'est le sens que donne la forme de la console. » Vue de trois quarts, la faunesse, à la pose toute baudelairienne, est elle-même une cathédrale. Les bras levés sont les deux tours, le buste avec les seins, la façade avec sa rosace, le triangle du sexe, le tympan du portail, les cuisses serrées, les deux vantaux de ce même portail, les jambes posées par terre, la longue nef, les chevilles croisées, la croisée des transepts, et les pieds, l'abside. Pour Rodin, le corps baudelairien est véritablement un corps gothique. Le sculpteur ferait de Baudelaire le dernier de ces grands architectes médiévaux qu'il admire tant, comme le maître Villard de Honnecourt au XIIIe siècle. Celui-ci avait imaginé le système des forces, des poussées et des contre-poussées dans l'ogive et l'arc-boutant, à partir d'un corps à corps entre deux lutteurs,
et ce, dans un dessin dont Rodin s'est manifestement souvenu pour illustrer le sonnet de Baudelaire, La Destruction. Le sculpteur invente ainsi, sous l'égide du poète, un corps en ogive, tout entier défini comme un système de poids et de force. Aussi Rodin remplit-il maintes pages des Fleurs du Mal de figures humaines qui sont autant d'Atlantes et de Cariatides, des corps en ogive, représentés dans toutes les positions de l'effort et de la lassitude. Fléchis, arqués, cambrés, penchés, voûtés, assis, agenouillés, accroupis ou recroquevillés. Les corps baudelairiens, qu'ils soient dans le livre illustré ou dans la porte sculptée, sont très souvent en train de porter. Porter l'autre, la femme, dans Je suis belle, ou dans De profundis clamavi. Porter son âme comme un parfum, dans Le Guignon. Porter le texte lui-même. La figure dessinée par Rodin soutient les vers composés par Baudelaire. De la main, alors, en fait ici, vous ne voyez pas, mais il y a un squelette qui supporte le bout du dernier vers d'une main. Donc la figure dessinée par Rodin donc, soutient donc les vers composés par Baudelaire, donc ou de la main ou de la nuque, comme si le corps était lui-même l'Atlante de la poésie, ou la cariatide de la poésie. C'est l'exemple du sonnet « La beauté ». L'image est ici une cariatide qui porte le texte, comme la sculpture soutient la poésie. Ainsi Rodin réalise-t-il à sa manière la synthèse rêvée par Hugo entre le visible et le lisible. Enfin, porter la page elle-même, qui n'est à mon avis visible que pour les premiers rangs. En fait, vous avez un personnage qui est donc logé dans le coin gauche, supérieur gauche, et qui est véritablement comme ceci. Donc ses pieds sont sur le texte et il soutient le bord de la page. C'est ce que je vais analyser. Donc la figure ici de réversibilité est un véritable Atlante, voisin de l'Atlas esclave de Michel-Ange. L'illustration devient une sorte de structure porteuse qui prend appui sur les premiers vers du poème pour soutenir le bord supérieur de la page, comme s'il s'agissait d'un poids, fût-il immatériel et impondérable. Comparable au point crispé dont parle le poème, cet Atlante recroquevillé sur lui-même adopte ce que Rodin appelle les attitudes arc-boutées de Michel-Ange. L'illustration est l'arc-boutant du livre. L'artiste invente ici une architectonique de la page. Rodin rêve de sculpter un livre. Ce que révélerait une petite statue en plâtre voisine de la porte de l'enfer, l'Ecclésiaste. Le recueil de Baudelaire illustré par Rodin ne serait-il pas une sorte d'ecclésiaste moderne, l'Ecclésiaste du mal? L'artiste entend ici inclure la figure humaine dans un cadre, qu'il s'agisse d'un livre, à gauche, ou d'une porte, à droite. Rodin élabore sa porte de l'enfer selon des analogies nombreuses, entre la forme d'un livre illustré lorsqu'il est complètement ouvert et la forme d'une porte décorative lorsqu'elle est complètement fermée. L'illustrateur fait de sa double page une porte de papier, comme le sculpteur fait de sa porte une double page de plâtre. Ainsi, entre les Fleurs du Mal et la porte de l'enfer, ces ressemblances. De la pliure entre les deux pages, avec le meneau central entre les deux vantaux, des marges illustrées avec les pilastres ornés, des strophes quadrangulaires avec les vantaux rectangulaires,
du noir de l'encre et du blanc du papier, avec les ombres et les lumières du relief. Du bandeau illustré avec le tympan, des tirets typographiques ou des titres, avec la moulure horizontale du tympan. Du cul-de-lampe graphique, peu visible ici, avec le cul-de-lampe architectural. De la tranche du livre, avec les cannelures du pied droit senestre ou avec les moulures des soubassements. Enfin, du cordon marque-page sur la tranche, avec les cordages du pied droit senestre. On se souvient que le terme cathédrale vient du grec cathédra, qui signifiait la position assise ou le siège. Ainsi, étymologiquement, la figure assise du penseur est elle-même une cathédrale. Cet homme voûté, qui siège au milieu du tympan et qui domine les devantaux, fait donc de cette porte, plus qu'un livre architectural, un livre cathédral. La porte fermée et le livre ouvert présentent une même structure. La porte de l'enfer ne s'ouvre pas, précisément parce qu'elle est déjà ouverte, non pas à la manière d'une porte, mais à la manière d'un livre. Si cette sculpture honore Baudelaire de toutes parts, c'est qu'en préparant la porte de l'enfer, Rodin n'a cessé de vouloir en faire un livre. Il a intitulé des statues en citant les fleurs du mal, en leur empruntant soit des titres, soit des extraits de vers. Il a illustré un livre, c'est l'exemplaire de Paul Gallimard. Il a sculpté un livre, c'est l'Ecclésiaste. Il a écrit à même les statues, c'est la citation d'une strophe de Baudelaire, gravée par sa main dans le socle en plâtre de Je suis belle. Que manquait-il alors au sculpteur ? Écrire lui-même un livre. Rodin et Mallarmé, La porte de l'enfer, les cathédrales de France et le livre. Au début des années 1890, Rodin fait la rencontre de Mallarmé, devenu un maître de la poésie parce qu'il était parvenu, disait-il lui-même, à se séparer de Baudelaire. Une amitié se noue alors autour des rapports entre les arts plastiques et la littérature. En 1892, Mallarmé préside officieusement le comité d'une souscription pour un hommage sculpté à Baudelaire, mort en 1867, un monument funéraire dont commande est passée à celui que Mallarmé appelle le maître sculpteur Rodin. Un échange significatif de cadeaux scelle notamment cette amitié. Rodin offre au poète un plâtre réalisé en 1886, Faune et nymphe, tandis que Mallarmé fait don au sculpteur d'un exemplaire dédicacé de son poème, L'après-midi d'un faune, dans une édition illustrée par Manet en 1876. L'amitié entre Rodin et Mallarmé se réalise dans des conversations que l'on devine nombreuses. L'un de ces entretiens est présidé par la muse de Maeterlinck, la cantatrice Georgette Leblanc, que le sculpteur célèbre en ces termes dans une lettre qu'il lui adresse. « Je vis avec le souvenir d'art que vous m'avez donné, belle comme une colonne grecque immobile, comme elle déliée cependant vers le chapiteau, vos bras et votre buste, belle volute, belles feuilles en rosace. Que je vois de choses avec vous, que mon ami Mallarmé a été heureux de vous voir, et combien ce magicien a été enchanté vendredi. » Rodin s'entretenait donc avec Mallarmé sous l'égide d'une cariatide vivante. Le sculpteur admirait le poète au point de le désigner comme ce magicien,
au point de proférer en 1898 aux funérailles de Mallarmé ce mot demeuré célèbre. Combien de temps faudra-t-il à la nature pour refaire un cerveau pareil? À l'époque où Rodin rencontre Mallarmé, celui-ci se consacre enfin pleinement au projet poétique de toute sa vie. Un projet éminemment ambitieux qu'il avait formulé bien plus tôt, dès sa jeunesse, en 1866. J'ai infiniment travaillé cet été en créant, par la plus belle synthèse, un monde dont je suis le Dieu, et à un œuvre qui en résultera, pure et magnifique, je l'espère. Hérodiade, que je n'abandonne pas, mais à l'exécution duquel j'accorde plus de temps, sera une des colonnes torses, splendides et salomoniques de ce temple. Je m'assigne 20 ans pour l'achever, et le reste de ma vie sera voué à une esthétique de la poésie. Tout est ébauché. Je n'ai plus que la place de certains poèmes intérieurs à trouver, ce qui est fatal et mathématique. Ma vie entière a son idée, et toutes mes minutes y concourent. C'est donc en termes architecturaux que Mallarmé concevait un grand œuvre littéraire. Véritable temple dont le poème au nom de femme, Hérodiade, serait la cariatide. Cette image perdure dans l'esprit de Mallarmé qui, en 1885, confie son projet à Verlaine. J'ai toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d'alchimiste, prêt à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction, comme on brûlait jadis son mobilier et les poutres du toit pour alimenter le fourneau du grand œuvre. Quoi? C'est difficile à dire? Un livre, tout bonnement, en main tome. Un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses. J'irai plus loin, je dirai le livre, persuadé qu'au fond il n'y en a qu'un, tenté par quiconque a écrit, même les génies. Propos restés fameux et qu'il condensa 6 ans plus tard, en 1891, dans cette formule, au fond, le monde est fait pour aboutir à un beau livre. Mallarmé parlait donc lui aussi d'un livre architectural, d'un temple soutenu par des cariatides, édifice qui, il le savait, demeurerait ébauché, inachevé, parce qu'il était inachevable. Le poète aspirait à écrire le livre. Le Mallarmé de la maturité a pu incarner aux yeux de Rodin un modèle, aussi digne d'admiration que d'émulation. C'était l'ambition d'une vie qui devait tout entière, je cite, aboutir à un beau livre. Comme Mallarmé voulut faire de son poème le livre, Rodin, dirions-nous, voulut faire de sa porte de l'enfer la sculpture. D'une part, une synthèse de tout l'art chrétien, du XIIIe au XIXe siècle, des maçons médiévaux et de Dante à Hugo et Baudelaire, en passant par Michel-Ange, depuis les cathédrales gothiques jusqu'à Notre-Dame de Paris et les Fleurs du Mal. D'autre part, une synthèse entre l'architecture et la littérature, entre le livre de pierre et le livre de papier. Rodin aura lui aussi tenté à sa manière le livre architectural, et ce, en procédant à sa progressive dématérialisation, du plâtre au papier. En 1890, un premier état de la porte de l'enfer, avec toutes ses figures. Puis, en 1900, un second état, une porte que l'on dit décomplétée de ses figures, et qui semble elle aussi ébauchée. Enfin, en 1914, ce que nous identifierions comme un troisième et ultime état de la porte de l'enfer, un livre, Les cathédrales de France.
Lorsque l'artiste se vit commander la porte de l'enfer en 1880, il avait déjà 39 ans. C'est 30 ans plus tard, vers 1910, qu'il se résolut à en abandonner définitivement la réalisation. En 1914, à l'âge de 74 ans, Rodin publie enfin son premier livre, à Paris, chez le libraire Armand Collin. Il s'agit d'un tirage à 50 exemplaires. La porte de l'enfer a laissé la place dans son esprit aux cathédrales de France. Rodin y est à la fois l'auteur du texte et l'auteur des 100 planches inédites, gravures tirées de dessins au crayon qu'il a réalisés dans les décennies antérieures. Ainsi, cet ouvrage, consacré au patrimoine historique français, médiéval autant que renaissant, réalise-t-il la synthèse de 3 genres livresques. D'abord, le livre illustré de manière imprimée. Rodin rivalise avec les illustrateurs du XIXe siècle, comme Célestin Nanteuil ou Aimé de Lemus, qui avaient participé aux éditions de Notre-Dame de Paris de Hugo, éditions reproductibles et à tirage plus que multiples. Puis, le livre d'artiste. Rodin renouvelle son propre travail d'ornementation autographe pour les Fleurs du Mal de Baudelaire, et ce, par des dessins de sa main, de véritables croquis d'architecte. Enfin, le texte littéraire. Rodin, écrivain, invente son propre style, une prose poétique, une prose lyrique, riche en images et en analogies. Mais il adopte souvent également une forme, la fragmentation typographique proche de celle du poème en prose, espacement de la page entre le noir et le blanc, qui ferait de l'auteur l'émule d'un poète comme Mallarmé. Il est remarquable que de tous les éléments d'architecture dessinés par Rodin pour ce livre, ce soit le portail qui revienne le plus souvent dans les pages illustrées de cet ouvrage, jusqu'à en occuper plus d'un quart des 100 planches. Comme pour attester que la porte de l'enfer, cette sculpture de presque toute une vie, devait en réalité moins finir dans un musée qu'elle aussi aboutir à un beau livre. De même, Rodin, illustrateur des Fleurs du Mal, devait aboutir à Rodin, écrivain des cathédrales de France. Dans l'espace de droite de la double page, le corps humain, un Atlante soutenant sa maîtresse, cède à présent la place au contrefort ou à l'arc-boutant. Mais pourquoi donc écrire un livre à 74 ans ? En 1905, Rodin s'interrogeait. Nous n'avons donc pas un nouveau poète pour prier sur les cathédrales auxquelles personne n'a encore touché ? Vierge sublime de beauté. Phrase qu'il reprend à peine remaniée en 1914 au premier chapitre de son livre. Rodin entend être ce nouveau poète, une sorte de Victor Hugo du XXe siècle. Les cathédrales de France prolongent Notre-Dame de Paris 1482. Comme Hugo, dans les années 1830, le sculpteur dénonce ce qu'il appelle le crime moderne, l'abandon des cathédrales. De ces édifices encore détruits par les démolisseurs ou dénaturés par les restaurateurs. Au début du XXe siècle, exactement comme au début du XIXe, le patrimoine médiéval français est en danger. Pour le Rodin vieillissant, c'est véritablement la fin d'une ère. Cette grande ère de l'art chrétien, inaugurée au XIIIe siècle par les maçons dans les cathédrales françaises, ou par Dante dans la porte qu'il avait imaginée. Une ère qui s'achève avec le dernier monument gothique de l'histoire de l'art, la porte de l'enfer. Pour Rodin, le livre va être le complément
de la sculpture laissée inachevée en 1910. Et peut-être son aboutissement. Dans la France du début du XXe siècle, il faut sauver la cathédrale de l'enfer. Certes, d'un enfer métaphysique, l'existence du mal, en laquelle croient encore les chrétiens, mais surtout d'un enfer historique, la destruction du patrimoine français par les contemporains. Mais que détruit-on en altérant les œuvres médiévales et renaissantes, en défigurant les statues, les porches, les tours, les églises, les cathédrales de province, tous ces monuments français qui procèdent en fait d'un même modèle, l'art gothique. Le terme cathédra désignait jadis le siège ou la base d'une colonne. Ainsi, par étymologie, la cathédrale est-elle un fondement? Un fondement architectural sur lequel est assis un édifice, mais aussi un fondement théorique sur lequel est assis tout un système d'idées, à la fois système esthétique et système philosophique. C'est tout l'enjeu de faire un livre. Rodin qui a tant tardé, Rodin qui n'avait reçu sa première commande qu'à 39 ans, Rodin qui n'a écrit son premier livre qu'à 74 ans, Rodin était le seul assez préparé et assez mûr pour poser la plus essentielle des questions, celle qui était relative au fondement même de l'art. En 1914, à une époque où les Français s'acharnent encore à détruire leur patrimoine, le Rodin de la maturité prend la plume pour conférer à l'art la solidité d'une véritable assise, pour assigner à l'art en danger et une origine et un fondement. D'abord une origine, une base historique. C'est l'architecture médiévale. Rodin déclare « Les cathédrales, c'est la France. Ce sont nos muses, ce sont nos mères. » Mais surtout, un fondement, une base philosophique, une base qui n'est plus ancienne, mais nouvelle, une base qui n'est plus divine, métaphysique ni morale, ce qu'avait été le mal ou l'enfer, mais une base bien humaine, immanente et amorale, la vie ou la nature, le vivant. Rodin affirme « Je fais ici mon testament. Ce livre ne dissèque pas la cathédrale. Il la montre vivante à la vie. » Dans une autre page, il écrit « Les cathédrales françaises sont nées de la nature française. » La nature. La nature qui vit à la fois dans les paysages de France, fleurs, feuillages, forêts, nuages, menhirs, et dans le corps des femmes de France. C'est tout l'enjeu de cette cathédrale imaginée de manière anthropomorphe par Rodin. Lorsqu'un édifice géométrique en pierre, que les démolisseurs condamnent à la mort, devient tout entier, sous la main du sculpteur, un être organique et bien vivant, un être engendré par la nature elle-même, un corps humain, une cariatide, ou bien un couple, où l'effort de l'amant soutient toute la femme, comme un pilier supporte une voûte, ou encore un autre couple, formé par deux mains humaines, et que le sculpteur baptise la cathédrale. Mais que sont ces deux mains droites qui se rejoignent? Des mains artistes. D'abord peut-être les deux mains droites de Rodin, la main qui sculpte et la main qui écrit, enfin ensemble pour reconstruire
le livre architectural. Puis peut-être deux mains françaises, la main de jadis, celle des maçons médiévaux, et la main d'aujourd'hui, celle du statuaire moderne. Parlant de Rodin, Eugène Carrière déclare « Il n'a pu collaborer à la cathédrale absente ». Cette double main, on l'a souvent bien noté, a la forme d'une ogive. Mais c'est un pont en ogive. Ainsi écrit Rodin en 1914 dans son livre « Pour mes contemporains, je suis un pont, unissant les deux rives, le passé au présent ». Ce pont est notamment soutenu par deux pierres, qui en sont les fondations ou les fondements. La sculpture et le livre, le fondement pratique et le fondement théorique. 1914. Fin d'une ère, fin d'une œuvre, fin d'une vie. Les cathédrales de France conféreraient à la porte de l'enfer son accomplissement, dans la mesure où sa lecture en complète le sens, à la fois la signification et la direction. Le livre révélerait et ce que signifiait cette sculpture, et ce vers quoi ouvrait cette porte. La porte monumentale est moins métaphysique qu'historique. Elle conduit non pas vers l'enfer, mais vers le futur. La porte que Rodin avait détachée de la cathédrale, de la maison de Dieu, pour la placer à l'entrée d'un musée, d'un édifice exclusivement dédié à l'art, la porte devait donc conduire vers l'avenir même de la sculpture. Cette porte, à jamais fermée par Rodin, n'était pas une porte, mais une grande stèle. Une stèle frontière dans l'histoire de l'art. Une véritable borne miliaire, placée entre les régions connues de l'art ancien et les terres inexplorées de l'art moderne. La porte de l'enfer vérifie ce propos du livre de Rodin. Je le cite, « Les églises sont les bornes kilométriques des routes romaines de la chrétienté. Les stations romaines. » La porte de l'enfer balise donc une route. Cette route qu'est l'histoire de l'art occidental. Mieux, plus qu'une balise plantée sur le bord de la route, cette porte, qui est la sculpture, est elle-même la voie à emprunter. Un passage obligé, un chemin nécessaire, un pont édifié entre deux rives, entre le XIXe et le XXe siècle. Ou encore, plus que ce que Rodin avait lui-même imaginé, un pont entre le XIXe et le XXIe siècle. Peut-être est-ce l'enjeu de cette porte absolument inédite que l'exposition du centenaire présente aujourd'hui, en 2017, et en la plaçant à un endroit hautement symbolique, au pied d'un escalier monumental, entre les deux niveaux du Grand Palais. Je vous remercie.